Ce n'est plus seulement une crise humanitaire, mais aussi une crise sanitaire désormais qui menace les Palestiniens dans la bande de Gaza. Gaza qui fait face à des montagnes de déchets où la quantité d'eau est loin d'être suffisante, où la présence du virus de la polio, une maladie virale hautement contagieuse, a été détectée ce jeudi. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, on va revenir sur les derniers rapports concernant la situation sanitaire à Gaza et sur le difficile accès à l'aide humanitaire, avant de passer ensuite aux actualités en bref. Et au passage, je serai donc en voix off sans la caméra aujourd'hui, mais de retour avec la caméra lundi. Ce jeudi donc, l'ONG néerlandaise de promotion de la paix, PAX, a assuré dans un rapport que la bande de Gaza se retrouve désormais, je cite, noyée sous une montagne de déchets et de décombres qui sont vecteurs de maladies et de contamination. D'après l'ONG qui a analysé des images satellites, 225 déchetteries à ciel ouvert existent à Gaza, conséquence directe des bombardements intenses et de l'offensive israélienne à Gaza qui a entraîné de nombreuses destructions et déplacements de la population. Vous le savez, on en parle régulièrement depuis plusieurs mois maintenant dans ce format. Et pour Pax, ce n'est pas seulement Gaza qui fait face à un danger imminent, mais c'est, je cite, la région tout entière qui pourrait bientôt faire face à de graves problèmes d'écosystème et de santé publique. La chaleur, par ailleurs, aggrave la situation. Elle fait craindre aux humanitaires une crise de santé publique sans précédent cet été. Ils alertent notamment sur le risque d'apparition du choléra, qui est une maladie infectieuse qui se propage directement et principalement par l'eau ou par des aliments contaminés et qui peut être mortelle si elle n'est pas traitée. Ça, c'est donc un premier rapport, mais ce jeudi, un autre rapport sur la situation sanitaire à Gaza est sorti, c'est celui du ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, qui a annoncé la détection du virus de la polio à l'issue de tests qui ont été réalisés sur des échantillons d'eau usée, et ce, en coordination avec l'UNICEF. La polio, c'est une maladie virale contagieuse qui peut provoquer une paralysie sévère. Elle se transmet principalement par voie fécale orale, par exemple lorsque des selles contaminent de la nourriture, de l'eau ou des surfaces, et qui sont ensuite donc ingérées. Là-dessus, le ministère de la Santé israélien a confirmé de son côté que la présence d'un virus de la polio de type 2 avait été relevée dans des échantillons d'eau usée de la région de Gaza. Or, ce type de polio, c'est une souche jugée éradiquée depuis 1999 en théorie par l'Organisation mondiale de la santé. Et à noter plus largement qu'il existe encore des cas de polio dans deux pays, notamment au Pakistan et en Afghanistan. En tout cas, selon les autorités à Gaza, cette détection, je cite, laisse présager un véritable désastre sanitaire et expose des milliers d'habitants au risque de contracter la polio. Enfin, et toujours sur ce même sujet, il y a un dernier rapport qui est sorti ce jeudi, cette fois-ci par l'ONG Oxfam. On apprend que la quantité d'eau disponible à Gaza s'est effondrée de 94% depuis le 7 octobre. Concrètement, toujours d'après Oxfam, la quantité d'eau disponible pour un Palestinien à Gaza n'est plus que de 4,74 litres par jour. Et pour vous donner un ordre de grandeur, c'est moins du tiers de la quantité minimum recommandée dans des situations d'urgence. Enfin, la mairie de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, a annoncé que les stations de pompage des eaux usées ont cessé de fonctionner mardi, et ce en raison de l'épuisement des stocks de carburant qui sont nécessaires à leur fonctionnement. Ces stations de pompage, elles servent en fait à collecter des eaux usées et à les évacuer dans la mer. Ça pose donc forcément un problème. L'exposition en effet à des eaux usées non traitées peut entraîner des risques accrus d'infection et de maladies, sachant que tout cela évidemment se combine à la situation humanitaire déjà désastreuse, alors que les autorités locales évoquent plus de 38 000 personnes tuées sur place. Alors face à tout cela, où en est l'acheminement d'aide humanitaire à Gaza? Eh bien déjà ce mercredi, les États-Unis ont annoncé avoir mis fin à leur jetée à Gaza. En fait, c'était un port qui avait été mis en place pour tenter d'acheminer de l'aide humanitaire à Gaza, alors que l'ONU alerte depuis plusieurs mois sur un risque de famine auquel font face les 2,4 millions de Gazaouis, et que l'acheminement d'aide humanitaire par voie terrestre est fortement restreint. Mais dans les faits, ce port mis en place par les États-Unis a connu de multiples échecs, notamment à cause de conditions météorologiques défavorables. Mais plus largement en fait, on peut noter que 13 ONG, dont Oxfam, CARE ou encore Médecins du Monde, dénoncent dans un communiqué publié en début de semaine les obstacles au déploiement de l'aide humanitaire à Gaza. Et à titre d'exemple, on peut parler du poste frontière de Rafah, qui a été contrôlé et qui est contrôlé maintenant depuis plusieurs semaines par l'armée israélienne et qui empêche l'arrivée d'aide humanitaire par cette voie-là. Résultat, aujourd'hui, il y a très peu d'aide humanitaire qui rentre, ce qui pose évidemment énormément de problèmes, alors qu'en parallèle, les bombardements se poursuivent. On en parlait encore très récemment dans ce format des actus du jour. Pour résumer donc, la situation à Gaza est toujours aussi catastrophique et elle pourrait encore se détériorer dans les prochains jours. Si jamais vous voulez plus d'informations, on vous met des liens directement en description et évidemment, on vous tient au courant. Alors avant de passer aux actualités en bref, je voulais aussi revenir sur deux autres actualités qui sont liées au Proche-Orient. D'abord, première actualité, une explosion a retenti dans la nuit de jeudi à vendredi dans le centre de Tel Aviv en Israël, faisant un mort et 2 blessés légers, selon l'équivalent israélien de la Croix-Rouge. L'attaque a été revendiquée par les Houthis,
Houthis, qui est un groupe rebelle du Yémen soutenu par l'Iran, qui est un allié du Hamas. Le porte-parole des Houthis a d'ailleurs menacé de faire de Tel Aviv une cible principale. Par ailleurs, deuxième information que l'on peut noter, le Knesset, donc le Parlement israélien, a adopté dans la nuit de mercredi à jeudi une résolution, je cite, contre la création d'un État palestinien. D'après le texte, cela constituerait, je cite, un danger existentiel pour l'État d'Israël et ses concitoyens. Alors face à cela, la France a exprimé sa consternation. Le gouvernement français étant favorable, comme de nombreux pays, à une solution à deux États qui vise donc à garantir aux Israéliens le maintien de leur État, mais aussi à reconnaître et à mettre en place les conditions afin de permettre la création et une véritable reconnaissance d'un État palestinien. C'est donc une position qui fait beaucoup réagir. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, 11 groupes politiques se sont constitués à l'Assemblée nationale et il s'agit d'un record. En fait, ce jeudi avait lieu l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale et c'est donc Yaël Braun-Pivet, du camp présidentiel, qui a été réélu au 3e tour avec 220 voix devant les 207 voix d'André Chassaigne du Nouveau Front Populaire. Et c'est donc après cette élection que les nouveaux groupes se sont officiellement formés. Alors le groupe avec le plus de députés, c'est celui du Rassemblement national qui en comptabilise 126. On retrouve derrière lui le camp présidentiel qui s'appelle désormais Ensemble pour la République et qui a 99 députés. À noter que le Nouveau Front Populaire constitue bien le premier bloc de l'hémicycle, mais il ne constitue pas un seul même groupe à l'Assemblée nationale. Concrètement, il se divise en 4 groupes, le groupe La France Insoumise, le groupe Écologiste et Social, le groupe Parti Socialiste et le groupe Gauche démocrate et républicaine. À droite, il existe désormais un nouveau groupe à l'Assemblée nationale, le groupe À droite, présidé par Éric Ciotti et d'anciens républicains qui ont décidé de s'allier au RN pour les législatives. Avec 16 députés, il passe de justesse la barre des 15 élus permettant de former un groupe. Deuxième actu, des pannes informatiques d'ampleur ont été signalées par de multiples entreprises partout dans le monde ce vendredi après un problème technique détecté dans un logiciel de sécurité. Concrètement, des aéroports du monde entier ont dû se mettre à l'arrêt. C'est aussi le cas de plusieurs chaînes télé, la télé australienne ABC ou la chaîne britannique Sky News n'ont par exemple pas réussi à diffuser leur direct. Des banques et des supermarchés ont également été impactés dans plusieurs pays. Alors d'après les premières informations, l'incident serait lié à des services Microsoft sur des systèmes de sécurité. L'entreprise américaine a annoncé, je cite, « gérer cet événement avec la plus haute priorité. La piste d'une cyberattaque d'ampleur n'est pas privilégiée. » Troisième actu, un policier a été grièvement blessé par un individu armé d'un couteau ce jeudi près des Champs-Élysées à Paris. L'assaillant visé par un tir de riposte est mort des suites de ses blessures. Concrètement, le policier a été touché à la nuque alors qu'il allait contrôler le suspect armé d'un couteau. Le suspect, un étranger en situation régulière de 27 ans, aurait refusé de montrer l'intérieur de son sac avant d'attaquer le policier avec un couteau. Le policier touché a été transporté en état d'urgence absolue à l'hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger. Selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, l'attaque n'aurait pas de motivation terroriste ni de lien avec les JO. Alors, d'après le parquet de Nanterre, l'agresseur est soupçonné d'avoir tué 1 heure auparavant une femme à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine avant de se rendre dans la capitale avec le scooter de sa victime. Quatrième actu, au moins 50 personnes sont mortes et plus d'1 millier d'autres ont été blessées au Bangladesh dans des affrontements entre les forces de l'ordre et des manifestants qui ont lieu depuis le début du mois. Selon une source de l'AFP, les armes non létales, donc des armes conçues pour que la cible ne soit pas tuée ou blessée lourdement, qui ont été utilisées par les policiers pour disperser la foule, sont à l'origine de plus de 2/3 des décès recensés. À noter que les autorités du Bangladesh ont interdit ce vendredi toute nouvelle manifestation à Dhaka, la capitale du pays, et ont également annoncé avoir arrêté l'un des principaux dirigeants de l'opposition. En fait, la principale raison de ces contestations, c'est l'appel des étudiants du pays à mettre fin à un système de quotas dans la fonction publique qui, selon eux, profite à l'élite du pays proche du pouvoir en place. Le siège de la télévision d'État BTV a également été incendié après que des policiers s'y étaient réfugiés et certaines lignes internet ont aussi été coupées. Selon Amnesty International, des preuves vidéo montrent que des forces de sécurité bangladaises agissent en dehors du cadre de la loi et l'ONU a quant à elle appelé à la retenue. On vous tiendra au courant. Cinquième actu, on a du nouveau concernant le scandale qui touche le groupe Nestlé Waters, le numéro
numéro 1 mondial de l'eau minérale. En janvier dernier, le groupe avait reconnu avoir utilisé des traitements interdits sur certaines de ses eaux minérales. Et bien ce jeudi, Mediapart a publié une enquête qui cite un rapport d'enquête des services de la répression des fraudes, et selon ce rapport, cela fait maintenant au moins 15 ans que Nestlé Waters a eu recours à ces traitements sans que personne ne soit au courant. Selon les enquêteurs, l'entreprise a pu engranger plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en vendant ses produits comme étant une eau minérale naturelle au lieu de ce qu'elle serait vraiment, une eau rendue potable par traitement. De son côté, Nestlé désapprouve, je cite, le mode de calcul et le chiffrage relayé par Mediapart. En tout cas, l'enquête est toujours en cours, on vous tiendra au courant. Sixième actu, le sud de l'Europe est en ce moment touché par d'importantes canicules. On parle de températures pouvant aller jusqu'à 40 degrés. Pour vous donner une idée, en Albanie, la chaleur a notamment poussé le gouvernement à faire venir les fonctionnaires plus tôt et à faciliter le télétravail, tandis que la Macédoine du Nord connaît des dizaines de feux de forêt depuis dimanche dernier. Et comme l'été dernier, l'acropole d'Athènes et son Parthénon, les monuments les plus célèbres et les plus fréquentés de Grèce, sont contraints de fermer depuis mercredi aux heures les plus chaudes, soit de midi à 17h pour éviter les malaises. Et on termine avec cette actu, les 500 Français les plus riches cumulent à eux seuls plus de 1200 milliards d'euros pour la première fois de l'histoire, selon une estimation du magazine Challenge. D'après le classement, les 10 Français les plus riches possèdent rien qu'à eux un total de 693 milliards d'euros. Alors en première place de ce classement, on retrouve Bernard Arnault, le propriétaire de LVMH, suivi de la famille Hermès et de Alain et Gérard Wertheimer, les héritiers de Chanel. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Alors pour suivre l'actualité ce week-end qui risque d'être encore extrêmement chargé, rendez-vous sur Instagram, vous le savez je pense. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte, on fera le suivi de l'actualité, que ce soit sur l'actualité politique nationale, que ce soit sur l'actualité américaine puisqu'il pourrait aussi se passer encore beaucoup de choses ce week-end, et évidemment le reste de l'actualité à l'international. Le nom du compte donc c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à très vite.